professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po. Et on peut dire que votre œuvre, pour comprendre cette société, ce système politique, ces régimes et cette culture de ce monde déchirant et déchiré qu'est le Moyen-Orient, est devenue incontournable aujourd'hui. Je vous reçois pour votre dernière œuvre, cet essai qui s'appelle « Généraux, gangsters et djihadistes, histoire de la contre-révolution arabe », un livre foisonnant dans lequel vous passez en revue un certain nombre de pays et en faites une analyse pour essayer de comprendre comment cette contre-révolution s'est déroulée. Alors plutôt que de passer en revue chacun des thèmes ou des pays que vous mettez en scène, j'ai souhaité vous proposer de prendre le terme médian, généraux, gangsters et djihadistes, donc gangsters, pour essayer de comprendre comment un terme qui fait penser à la mafia, qui fait penser à la criminalité, s'insère parfaitement bien dans la typologie des dirigeants de ces pays, notamment pays arabes, mais nord-africains aussi, et puis la Turquie. Mais avant de démarrer sur le gangster, prenons le terme au-dessus, le terme générique que vous avez choisi pour décrire ces personnages, qui est celui de Mamelouks, des nouveaux Mamelouks, des Mamelouks modernes. Pourquoi cette référence ? D'abord, comme historien, je m'efforce en permanence d'éclairer l'actualité la plus immédiate, la plus brûlante, par des références historiques sur le temps long, et pour ne pas tomber dans le piège, justement, soit des généraux, soit des gangsters, soit des djihadistes qui se parent des plus glorieuses références, le califat pour les djihadistes, Saladin pour les généraux, eh bien j'ai voulu parler des Mamelouks. Alors les Mamelouks, c'est précisément ceux qui ont gouverné la Syrie et l'Égypte de 1260 à 1517. C'était des esclaves affranchis qui parlaient généralement assez mal l'arabe, qui ont effectivement pu gérer de manière assez efficace, voire brillante, ces deux pays à un moment clé, en s'opposant aux dernières croisades, mais aussi aux invasions mamelouques et à l'essor de l'Empire ottoman. Mais ce qui m'a frappé dans les Mamelouks d'hier comme dans les Mamelouks d'aujourd'hui, c'est qu'au fond, ce qui les fait marcher, la dynamique fondamentale, ce sont les luttes de pouvoir. Or, ces luttes de pouvoir passent très souvent à l'as dans nos explications géopolitiques, dans nos réflexions un peu essentialistes ou culturelles. Or là, on est effectivement dans des luttes de pouvoir, aussi bien entre généraux, mais aussi entre gangsters, c'est-à-dire littéralement des turf wars, des bagarres pour le contrôle du territoire, pour le contrôle de la ressource, pour le contrôle de la rente. Et j'essaie d'expliquer historiquement comment cette rente, eh bien aujourd'hui, elle est littéralement le carburant de ces régimes dictatoriaux et elle leur permet au fond de s'autonomiser du peuple, comme les Mamelouks à l'époque médiévale. Au fond, n'avaient absolument aucun intérêt pour ce que pouvait penser la Syrienne ou l'Égyptien. L'important, c'était la façon dont ils captaient le pouvoir, dont ils contrôlaient les ressources, ce qui leur permettait de ne plus dépendre en aucune façon de la population. Alors ces Mamelouks, pour beaucoup d'entre eux, ils portent l'uniforme du général, mais ils ont aussi... Voire du maréchal. Voire du maréchal pour l'Égypte, n'est-ce pas ? Mais la plupart d'entre eux, ou la totalité d'entre eux, ont aussi la rapacité du gangster. Est-ce qu'il est possible, et après on prendra des exemples plus détaillés, mais de faire une typologie du gangster à la tête de ces pays, du despote gangsterisé à la tête de ces pays, où chacun sont très différents? Non, on peut d'ailleurs remarquer, et je cite quelques blagues d'humour très noir arabe que j'ai entendues dans différents pays, parce que le type de pillage, de captation, de prédation est tout à fait comparable. Ils se fondent d'abord sur un présupposé, c'est que c'est pas seulement l'État, c'est moi, mais le pays et ses ressources, c'est à moi. Et ce qui revient in fine, et ce ne sont généralement que des miettes, aux citoyennes et aux citoyens, eh bien c'est ce qu'ils ne se sont pas répartis entre eux. Et j'insiste sur l'aspect lutte de pouvoir. Et dans l'Égypte de Nasser, où on a souvent été écrasé par la figure de ce despote, et on a oublié que pendant 10 ans, il était hanté par sa rivalité avec son frère de complot, Abdelhakim Hammer, chef d'état-major, et qu'en fait, ils essayaient de se répartir les ressources pour les distribuer, acheter les clientèles, et donc consolider leur pouvoir. On voit ça également
en Syrie, en Algérie ou au Yémen. Et c'est là où effectivement se passe la transition au crime d'État, au crime organisé, aux protections, aux raquettes, qui permet à ces différents systèmes de fonctionner à la fois sur la peur, la terreur, c'est évident, mais aussi sur la redistribution à leur pairs. Et là, le parallèle avec la mafia est tout à fait éclairant. D'ailleurs, on a souvent pu comparer Assad père et Assad fils aux deux Corleone, à Marlon Brando puis Al Pacino, avec Bachar el-Assad dans le rôle. Si vous vous rappelez, Al Pacino, il ne veut pas devenir comme son père. Il veut échapper à cette fatalité de la reproduction et de la succession. Il épouse même une non-italienne, Diane Keaton, et il va être rattrapé parce que de toute façon, sinon, il sera tué. Alors, il y a cette espèce de tragédie à l'œuvre qui est que les luttes de pouvoir sont telles que de toute façon, il faut les mener jusqu'au bout avec ce résultat darwinien que celui qui survit est le pire de tous. Et évidemment, en termes de férocité, mais aussi de rapacité, parce qu'à peine installé, il craint d'être renversé, donc il lui faut capter très vite des ressources importantes pour les redistribuer et apaiser ses pairs. C'est exactement ce qui se passait avec les Mamelouks. C'est d'ailleurs une des raisons de la crise économique qui va signer leur décadence face aux Ottomans. C'est qu'à chaque arrivée d'un nouveau Mamelouk, il fallait qu'il redistribue une telle proportion du budget de l'État aux différentes factions qu'il se retrouvait incapable, à la fin du cycle, de gérer normalement le pays sous son autorité. Alors, redistribution à une partie du peuple, mais on en reparlera sans doute dans un moment, redistribution aussi aux services de renseignement et de sécurité qui permettent de maintenir ce pouvoir chèrement acquis. Mais commençons peut-être par, vous venez de l'évoquer, par une de ces blagues que l'on entend dans tout le monde arabe, qui sont sûrement d'ailleurs racontées sous le manteau et qui permettent de bien comprendre cette rapacité-là. Vous évoquez la blague du pont. La blague du pont, oui, effectivement. Alors, on va dire un dictateur A, un dictateur B, mais ça pourrait être n'importe lequel d'entre eux, Moubarak, Boumedienne, Assad, Ali Abdallah Saleh au Yémen, ou aujourd'hui Sisi, Haftar en Libye, que sais-je. Et donc, on a un despotat qui visite le despote B, je la fais assez courte, ce sont des blagues orientales que d'ailleurs j'aime raconter, mais moi je vais quand même la ramasser. Et donc on visite un palais, chaque chambre est plus somptueuse que les unes que les autres, et à la fin on arrive à un balcon, un panorama tout à fait impressionnant. Et là quand même, le despote qui est accueilli demande à son hôte, bon allez, comment t'as fait? Et à ce moment-là, le despote lui montre un pont qui est à moitié construit. Il lui dit, ben voilà, c'est le pont. Et on comprend qu'en fait, l'autre moitié du pont qui aurait dû servir au bien du pays, à son développement, elle a été détournée pour ce palais, entre autres. Et donc, l'intérêt de la blague, c'est qu'elle se poursuit et que le despote B rend l'hospitalité et que là, le palais est encore plus beau et qu'évidemment, ça se finit sur un balcon et une vue panoramique. Et il dit, non mais... Donc là, le nouvel invité s'interroge, mais comment as-tu fait pour me surpasser dans cette opulence? Et c'est très simple, le pont. Et alors là, il n'y a pas l'ombre d'un pont. Et on comprend qu'effectivement, il a poussé encore plus loin la prédation, c'est-à-dire il n'y a même plus de commencement de début de pont. D'accord. Toute personne qui a essayé de prendre une autoroute en Algérie comprendra parfaitement, entre autres choses, de quoi je parle. Il y a en fait des formes de détournement très distinctes selon les pays, en revanche, même si il y a une typologie qui les rassemble tous. On peut parler peut-être de deux ou trois des plus connus. Il y a évidemment la question des hydrocarbures, qui concerne quoi? L'Algérie notamment, le Yémen? Le Yémen, et alors là j'ai identifié un paradoxe apparent, mais qui vaut pour le pétrole, l'exploitation du pétrole au Yémen, mais qui pourrait se généraliser. On avait un gisement de pétrole dans la zone de l'Hadramaut, donc au sud Yémen, qui était exploité par une compagnie canadienne dans les années 90. Et puis, alors que c'était des tribus locales qui assuraient cette protection, eh bien, le pouvoir yéménite, donc Ali Abdallah Saleh, à la tête du Yémen pendant plus de 30 ans, assassiné par ses derniers alliés de circonstance en décembre dernier, impose un de ses très nombreux cousins, parce qu'il faut voir que
tous ces généraux, tous ces gangsters ont des familles très importantes et des belles familles encore plus importantes qu'il faut évidemment nourrir, voire gaver. Et donc ils l'imposent, mais à partir du moment où cet extérieur arrive, les incidents se multiplient. Donc le coût de la protection croît parallèlement avec le niveau de l'insécurité. Et je trouve que c'est une parabole très éclairante. Hein. On vous garantit l'approvisionnement pétrolier, on vous garantit différentes conditions de sécurité, mais le coût de la protection, lui, il croît indéfiniment. Et on voit aujourd'hui que ces régimes qui, il y a encore quelques années, pouvaient se contenter de quelques milliards de dollars, c'est quand même pas mal. Maintenant, ils en engloutissent des dizaines. Il faut voir que le coup d'État de Sisi en Égypte, donc en juillet 2013, suivi d'un bain de sang avec près d'1 millier de morts quelques semaines plus tard, s'est traduit par le transfert en quelques semaines d'une vingtaine de milliards de dollars depuis l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Koweït vers l'Égypte. Ce sont des sommes absolument colossales, hein, qu'on peut d'ailleurs retrouver dans d'autres pays. Alors, l'Algérie, par exemple, où la rente pétrolière est considérable et gérée de manière totalement opaque, on voit que quand il n'y a même pas le feu, mais un risque de feu à la maison, soudain on sait où la trouver. Et on peut la redistribuer. On a vu ça après la révolution tunisienne. L'Algérie était très inquiète, ce qu'on appelle les décideurs, c'est-à-dire ce pouvoir occulte de généraux qui n'est jamais sur le devant de la scène, mais qui tire les ficelles. Eh bien, ils ont distribué des dizaines de milliards en quelques mois. Hein, et ils ont acheté la paix sociale, donc du coup ils ont anesthésié le pays, ils ont évité des mouvements de protestation, mais du coup ils ont créé aussi une mentalité de rente qui effectivement est très dommageable à l'esprit civique. Oui. Alors quand il n'y a pas de pétrole, par quoi est-ce que c'est remplacé cette rente? Vous évoquez notamment une forme de capitalisme affairiste et mafieux. On pense à la Syrie notamment. Comment est-ce que ça se passe? Alors, la Syrie est véritablement un cas d'école. On voit avec Bachar el-Assad, donc, qui prend le pouvoir à la suite de son père décédé en 2000, comment la libéralisation est mise en avant, mais dans une logique chinoise. J'ai entendu moi-même Bachar el-Assad vanter les mérites du modèle chinois. Vous vous rendez compte, pour lui c'est idéal, un parti unique, et puis beaucoup d'argent et une croissance tout à fait impressionnante. Donc on a eu une libéralisation purement économique, qui en fait était de l'ordre de la privatisation, qui permettait de transférer à différents réseaux amis, hein, c'est le capitalisme des copains, des sommes tout à fait considérables. C'est ainsi qu'un des nombreux cousins de Bachar el-Assad, Rami Makhlouf, a acquis une fortune estimée, avant le début de la Révolution, à 3 milliards de dollars. Donc, le monde extérieur souvent s'y trompait. Je me rappelle, on me disait, mais la Syrie s'ouvre, la Syrie se libéralise. J'ai dit, oui, il y a des distributeurs de billets partout en ville. Hein. On n'est plus obligé d'aller à la Banque d'État. Oui, c'est formidable. Enfin, est-ce que vous savez que sur les 10 soi-disant banques privées qui ont été ouvertes par Bachar el-Assad, 9 ont le fameux Rami Makhlouf dans leur conseil d'administration. Donc on voit bien que c'était un transfert de ressources vraiment de l'ordre du bonneteau, quoi. Et puis on voit aussi que comme cette libéralisation a complètement vidé de sa substance idéologique le parti qui était alors au pouvoir, le parti Baas, de même qu'on a ailleurs, FLN en Algérie, on avait l'Union socialiste arabe en Égypte, puis le PND, qui avait quand même une idéologie théoriquement un peu progressiste, un peu tiers-mondiste. Donc ces partis sont complètement dévitalisés et le contrôle social qui était avant assuré par le parti est assuré directement par les services de renseignement. Et ça, c'est fascinant, terrifiant, parce que ça veut dire que désormais, ce n'est plus la cellule du parti qui contrôle le quartier, qui dénonce les uns, qui promeut les autres, ce sont les services de renseignement, et que ces services de renseignement, eh bien, ils développent leur propre prédation, qu'on appelle pudiquement la musharaka, c'est-à-dire la participation, c'est le racket, tout à fait classique, hein, c'est-à-dire on va voir le commerçant, on va voir tel ou tel entrepreneur et on lui dit, ben voilà, à partir de maintenant, nous sommes des associés. Hein, et puis parfois ils restent associés pour ne pas tuer la poule aux œufs d'or, puis parfois eh bien, ils mettent la main sur l'ensemble du business.
Et c'est ce processus qu'on a vu en Syrie sous Bachar al-Assad. Finalement, vous évoquiez les Corleone tout à l'heure, mais ça ressemble à beaucoup de scènes qu'on connaît de films de mafieux, effectivement, où on se présente comme des associés, mais évidemment sans le choix pour l'autre de refuser cette association. Avec toujours la proposition qu'on ne peut pas refuser. À un moment, je crois, du livre, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que vous évoquez, dans le cas syrien, une forme de racket très intéressant aussi dans sa forme, qui consiste tout simplement, après avoir envahi le sud Liban, de tout simplement gérer les trafics entre le Liban et la Syrie depuis le sommet de l'État. Voilà. Donc, à partir de 1976, il y a eu toute une série de ce qu'on appelait publiquement routes militaires, qui étaient donc gérées par les services de renseignement et par l'appareil de sécurité, qui étaient en fait des routes de contrebande entre le Liban et la Syrie, et qui soit permettaient le trafic directement au profit de ces services, soit étaient louées littéralement à différents réseaux mafieux qui reversaient leurs dîmes à cette occasion. Et il faut bien comprendre que dans un système de ce type de prédation, avoir un Liban ultralibéral, ultracapitaliste, avec un système bancaire fonctionnel, était idéal pour Hafez el-Assad, donc le père, qui pouvait ainsi gérer le soi-disant socialisme de la Syrie, au taux de change qui était immuable, et littéralement ajuster l'économie de son pays sur la prédation au Liban. De surcroît, toujours l'idée de la redistribution, la logique mamelouk, comment s'acheter des loyautés, des clientèles, et bien on faisait tourner les unités de l'armée au Liban. C'était jamais les mêmes qui restaient trop longtemps, donc ça permettait qu'un certain nombre de généraux, pas tous en même temps, mais de manière cyclique, puissent aller littéralement se repaître au Liban. Il faut savoir que pendant cette période, l'occupation syrienne du Liban a duré près de 30 ans. Le surnom le plus amical que les Libanais avaient pour les Syriens, c'était les sauterelles, parce que littéralement, ils mangeaient tout. D'accord. Alors, les formes sont inépuisables. Il y en a une qui est particulièrement frappante parce qu'elle nous rapproche aussi de ce qui se passe aujourd'hui. C'est une autre forme de racket, qui est une forme de racket diplomatique, au fond. C'est-à-dire, pour un certain nombre de ces pays, c'est de dire au monde occidental, et ça va nous rapprocher aussi de la question de notre complicité, c'est de dire au monde occidental, je maintiens une certaine modération, notamment dans mes relations avec Israël, mais tout ça, je le monnaie évidemment contre monnaie sonnante et trébuchante. C'est le cas notamment de l'Égypte, qu'on connaît bien et qu'on a vu avec Moubarak puis Sisi. C'est des sommes quand même qui sont de l'ordre de quoi? De 1,5 milliard de dollars par an versés juste pour qu'ils ne fassent rien. Voilà, et alors c'est fascinant parce qu'on a un traité de paix qui remonte quand même à 1979, donc on a littéralement une rente qui est attachée, un ticket qui est attaché, et auquel les Américains ne peuvent pas toucher sous peine de compromettre gravement leurs relations avec l'Égypte. Et puis d'ailleurs, ils se sont un peu piégés eux-mêmes parce que cette somme qu'ils versent, donc plus d'1 milliard chaque année, directement à l'armée égyptienne. Je rappelle qu'en Égypte, comme partout ailleurs, les budgets militaires sont du secret défense. Donc on ne sait absolument pas, d'ailleurs généralement les ressources pétrolières aussi, comme l'un et l'autre sont un peu en vase communicant, c'est intéressant. Et donc cette subvention annuelle, elle est gagée sur des achats de matériel américain par l'armée égyptienne. Donc, non seulement les Égyptiens ont cette rente qui tombe, littéralement, mais en plus, les Américains leur ont littéralement acheté un lobby, vu qu'il leur suffit d'activer Lockheed ou je ne sais quel fabricant d'armement qui va immédiatement mobiliser ses soutiens au Congrès pour éviter que cette subvention ne soit retranchée de l'armée. J'insiste que la pire crise est arrivée non pas parce que les Américains voulaient suspendre la subvention, mais parce qu'ils voulaient qu'une partie aille au développement du pays et serve à des projets beaucoup plus transparents, d'intérêt national, et que les militaires ont exigé leur dû, ce qu'ils considèrent comme leur dû. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on arrive à renverser le rapport de dépendance et à faire qu'au fond, c'est le subventionné qui exige le versement du tribut, ce qui, vous en conviendrez, est exactement dans la logique mafieuse qu'on évoquait plus tôt. Sauf que là, étonnamment, ce sont des grandes puissances qui se prêtent à cette extorsion. Oui, c'est ça. Ça fait des associations de malfaiteurs, au fond, qui arrivent à parfaitement gérer, à monnayer et à évaluer ce que
pèse en gros leur silence ou leur modération, etc. Et ça, Bachar el-Assad est plutôt doué sur la question. Alors Bachar el-Assad, comme son père, Mhm. est quelqu'un qui n'a jamais remboursé une dette. D'accord. Alors bon, 30 ans du père, d'ores et déjà 17 ans du fils, ça fait quand même beaucoup de prêts étrangers qui se sont évaporés. Bon, il se trouve que j'ai été diplomate en Syrie à la fin de l'ère d'Hafez el-Assad et je voyais tous mes collègues de l'ex-pacte de Varsovie qui transmettaient de l'un à l'autre le dossier de la dette tchèque, de la dette russe, de la dette qui évidemment n'allait jamais être payée. Il faut savoir que l'Iran a littéralement englouti en Syrie des sommes colossales, ce qui aussi explique l'incapacité pour les gardiens de la révolution et leurs milices affidées, Hezbollah, mobilisation populaire irakienne, etc., de se désengager de Syrie parce qu'ils ont tellement investi qu'ils auraient peur de tout perdre en perdant le régime Assad. C'est aussi une forme mafieuse, mais qui est très intéressante vu qu'on intéresse, on mobilise les créanciers étrangers qui, pour ne pas perdre toute leur mise, s'engagent inconditionnellement au profit de leurs débiteurs, en l'occurrence Bachar el-Assad. Alors les victimes de ce gangstérisme, c'est d'abord le peuple, c'est-à-dire ces gangsters se payent sur la bête et la bête c'est le peuple. Tout à fait. Avec, là encore, une de mes interprétations, c'est que si la révolution a pu être victorieuse en Tunisie, c'est qu'il n'y avait pas de rente, et donc que la population s'est littéralement soulevée contre un système kleptomane, celui des Ben Ali, de la belle famille des Trabelsi, et est arrivée effectivement à le renverser et à établir une nouvelle constitution. Tandis que là, il y a toujours des formes de redistribution. Même si c'est le très bas de l'échelle, il y a toujours des petites gouttes qui arrivent. Et là, on voit que ces systèmes, c'est en tout cas ma thèse, sont en bout de cycle. Ils n'arrivent plus à redistribuer le minimum qui permet d'acheter la paix sociale. C'est évident aujourd'hui dans l'Égypte de Sisi, où le mécontentement populaire est très fort parce que la vie est devenue tout simplement impossible pour les plus humbles du fait de la suppression d'une partie des subventions et puis d'un jeu sur le taux de change qui a fait qu'une inflation de fait s'est déclenchée et a totalement érodé le pouvoir d'achat. Et c'est là où on retombe sur les généraux et les gangsters, c'est que vous n'êtes pas content, eh bien sachez que si jamais vous bougez, eh bien ce sera l'horreur. Et je crois, j'en suis maintenant convaincu, qu'une des raisons de la férocité, de la sauvagerie, la barbarie de cette répression, c'est qu'elle n'est pas uniquement de l'ordre du rétablissement de l'ordre. On voit bien que ce n'est pas ça. C'est une telle débauche de violence, d'horreur. C'est qu'il faut vraiment instiller au cœur de chaque femme et de chaque homme la peur du changement. Et l'idée de dire, après tout, même si nous souffrons, même si ce serait tellement pire si c'était autrement. D'où, à mon avis, cette débauche de terreur d'État. C'est quelque chose qu'on voit un petit peu dans Le Caire confidentiel, non ? Ce sentiment de ne pas pouvoir bouger. Si je bouge un peu, tout de suite la sanction est énorme, donc le choix éthique est quasiment impossible. Alors, merci de l'évoquer. Mais il faut savoir que Le Caire confidentiel évoque une situation antérieure à 2011. C'est bien pire aujourd'hui. Ouais. Il faut savoir que la sécurité d'État qui est évoquée, c'est le seul monsieur un peu bien habillé dans un polo de marque, alors que tous les autres membres des services de sécurité sont absolument informes. Donc c'est un peu l'aristocratie de la répression. Aujourd'hui, cette sécurité d'État, elle a absolument tout pouvoir. Et si on veut éliminer un rival, eh bien, on peut toujours dire que c'est les djihadistes. Ça sert beaucoup. Et comme par hasard, moi je ne suis pas très technicien, mais enfin, j'ai étudié le modus operandi d'un certain nombre d'attentats soi-disant djihadistes au Caire, qui sont d'une précision chirurgicale, et on voit bien que c'est des règlements de compte. Donc on a atteint maintenant un degré de violence dans ces affrontements pour le territoire, pour la rente,
qui est très fort. Et il faut savoir que l'histoire qui a inspiré le Caire confidentiel, qui est l'assassinat d'une chanteuse, on va dire ça, comme ça, assassinat affreux, avec un couteau de cuisine, etc. Cette affaire a existé. L'homme d'affaires qui l'avait commandité a été condamné, et l'homme d'affaires qui était condamné a été gracié par le président Sisi, ce qui est un message extrêmement fort qu'on envoie en termes d'impunité de ces gangsters, de ces gangsters de haut vol, appelons-le ainsi, qui sont dans l'immobilier, dans l'import-export, dans la haute technologie. Ce qui se fait beaucoup aujourd'hui en Égypte, c'est ce qu'on appelle les smart cities. Évidemment, tout le monde les a rappelés dumb cities parce qu'elles ne fonctionnent absolument pas. Et quand vous allez entre Le Caire et Alexandrie, vous avez comme ça toute une série de projets mirobolants en plein désert, complètement gardés comme des emprises militaires, ce qui veut dire que l'armée est mobilisée. Et il y a quelques habitants, quelques happy few là-dedans. On vante d'ailleurs les vues sur jardins, terrasses, etc., alors qu'on est en plein désert. Donc on imagine les détournements d'eau, tout ce qu'il a fallu faire, les golfs et autres. Et ils vivent dans ces enclaves. Et ça aussi, ça renvoie aux Mamelouks, qui vivaient dans des enceintes complètement protégées, qui pouvaient littéralement passer leur existence au pouvoir sans aucun contact avec la population. Et on en est vraiment là. Le dernier élément, j'allais dire, le dernier tremplin pour ce gangstérisme généralisé, finalement, c'est le dernier terme que vous utilisez dans le titre de votre livre, c'est les djihadistes, c'est-à-dire après avoir utilisé Israël, et l'utiliser toujours d'ailleurs, cette lutte contre le terrorisme permet, là encore, d'attirer des capitaux étrangers dans une diplomatie du pognon, il faut le dire, qui est quand même absolument vertigineuse. Donc c'est ce que j'évoquais avec ce paradoxe du pétrole au sud-Yémen, c'est qu'en fait, plus le coût de la protection augmente, plus l'insécurité augmente. Et on voit bien aujourd'hui que ce qu'on déverse directement ou indirectement à ces cliques militaires, non seulement n'indique pas la menace djihadiste, mais s'accompagne de sa progression inexorable. Le cas de l'Égypte est vraiment affolant. On a quand même eu en novembre dernier 311 personnes. C'est le plus grand massacre de l'histoire contemporaine en Égypte. Ils sont arrivés en pick-up, ils ont pu opérer tranquillement pendant des heures et aucun d'entre eux apparemment n'a payé pour cette tuerie. En Syrie, c'est la coalition menée par les États-Unis, où la France est deuxième contributeur, qui a fait le sale boulot contre Daesh. C'est pas le régime Assad, qui lui était beaucoup trop occupé à écraser sa population, à prendre Alep, désormais à s'attaquer à Idlib. Donc leur bilan en matière de lutte anti-djihadiste est absolument calamiteux et en même temps on continue à les présenter comme, comme le moindre mal, ce qui est évidemment très choquant moralement, mais totalement absurde stratégiquement. Mais il y a quelque chose de pire. Il y a aussi l'argent qu'ils font directement avec les djihadistes. Et là, une fois de plus, Bachar al-Assad a poussé la perversité très loin. Il faut savoir que le pétrole, quand il est exploité par Daesh dans le nord-est de la Syrie, on voyait des camions qui allaient vers la Turquie, mais ça c'était vraiment l'écume. Il y avait des oléoducs qui étaient gérés par le régime Assad et ils se répartissaient la manne. Je ne sais pas quelle était la proportion, si c'était moitié-moitié ou autre. Il faut savoir qu'en ce moment, les milliers de combattants de Daesh qui n'ont pas péri ni été capturés dans cette même zone de la Syrie, ils ont fui par le territoire Assad où chacun a payé sa dîme. Et de même qu'il y a une dizaine d'années, quand ils transitaient par la Syrie pour l'Irak, ils payaient leur dîme au service de renseignement, qui à la fois pensent ainsi avoir barre sur eux, parce qu'ils les contrôlent, ils savent où ils se trouvent, et puis tout simplement rentrent dans une économie de prédation, contrôle de la contrebande, des trafics. Donc qu'on ait les principaux complices des terroristes glorifiés comme étant le soi-disant rempart contre eux, effectivement, c'est confondant. Et d'ailleurs, on voit qu'on aboutit à une impasse aujourd'hui. Vous parlez de complicité, ça nous permet de finir de boucler cette boucle de l'organisation du gangstérisme dans ces pays-là. C'est qu'il faut aussi des complicités chez nous. Quelle est la part de complicité sur l'établissement, puis le maintien, puis les bonnes relations, les relations en tout cas, avec ces mamelouks qui sont en même temps des gangsters? Alors, il y a deux niveaux. Il y a la complicité active, qui est celle, par exemple, de la Russie en Syrie,
où là d'ailleurs les deux systèmes sont parfaitement compatibles. On a un fonctionnement mafieux dans le système Poutine qui permet, si j'ose dire, d'arrondir les angles avec les partenaires criminels en Syrie, avec, on le mentionne trop rarement, le rôle des Tchétchènes, donc du régime Kadyrov, le satrape mis par Poutine à la tête de la Tchétchénie, qui aujourd'hui servent un peu d'intermédiaire, d'interface musulmane en Syrie. Ce sont eux qui sont souvent déployés dans les zones de population, donc avec répartition de la manne. Mais il y a aussi quelque chose qui est tellement évident qu'on l'oublie, c'est qu'à partir du moment où on reconnaît comme siégeant à l'ONU, comme ayant la légitimité internationale, des régimes de ce type. Ben, ça veut dire très concrètement que si vous envoyez un mandat d'Interpol au Caire, à Damas ou ailleurs, il arrive directement chez les criminels qui savent déjà qui les a dénoncés, donc ils peuvent se venger et qui peuvent prendre des mesures de protection, de rétorsion. Et que donc on prend comme partenaire dans la lutte contre le terrorisme, on l'a évoqué, mais aussi contre le crime organisé, des gens qui en sont souvent complices. Je ne citerai qu'un exemple, le trafic d'antiquités. On a beaucoup parlé de Daesh, mais fondamentalement, les gros trafiquants d'antiquités ressortent de ces régimes mafieux. Le régime Assad avait mis en coupe réglée Palmyre bien avant que Daesh n'y commette ses atrocités. Le site d'Apamé, site romain magnifique, où on a vu par photosatellite qu'il y a des dizaines de fouilles sauvages qui sont menées par les services de renseignement et l'armée. Donc là, effectivement, on se retrouve dans la position du criminel qui est à la fois juge et partie et qui, du coup, est en totale impunité. C'est cette impunité qui est évidemment la plus choquante, d'abord aux yeux de notre morale, mais aussi aux yeux des populations qui ne peuvent pas imaginer que nous ne soyons pas conscients de telles horreurs. La France n'a pas été avare de relations avec certains. On se souvient de la visite de Bachar el-Assad, je crois, un 14 juillet sous Nicolas Sarkozy. On se souvient des opérations en Libye après avoir accueilli Kadhafi sous sa tente. On sait en réalité que nous avons des relations avec des gangsters. Est-ce qu'il y a une autre possibilité que ça, j'allais dire pas simplement éthique, mais bien entendu politique? Pour moi, les deux dimensions sont intimement liées. Et je ne crois pas du tout que comme l'a un peu dérapé Emmanuel Macron, les postures morales nous impuissantes. Je le cite dans le texte. Je crois qu'au contraire, elles nous rendent plus puissants. Et surtout, elles nous évitent d'avoir à badigeonner le crime en vertu. Parce que ça, c'est plus qu'une faute, c'est une erreur très très grave, stratégique. Aucun de ces régimes n'attend de nous que nous le traitions avec respect d'un point de vue moral. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. Et quand on entend dire... Donc là encore, Emmanuel Macron, je suis désolé, accueillant le président Sisi, nous n'avons aucune leçon à vous donner. Je crois que même lui a dû être surpris, parce qu'il s'attendait, bon, comme toujours, à avoir 5-10 minutes sur les droits de l'homme, la nécessité de respecter l'opposition, la torture systématique et autre chose. Donc d'une certaine façon, on retire cette arme qui est une arme importante. Autre exemple sur lequel je suis intervenu à plusieurs reprises, la Légion d'honneur à Bachar el-Assad. Comment un tel barbare peut-il encore avoir la Grand Croix de la Légion d'honneur, qui lui a été remise dans des conditions tout à fait discutables par Jacques Chirac entre deux portes de l'Élysée en 2001. Ce sont des signaux qui ne compromettraient pas nos échanges bilatéraux, notre commerce extérieur, nos relations militaires, mais qui seraient très forts, parce qu'elles montreraient justement que nous continuons à les regarder d'un œil critique et moral. Et puis l'autre volet, c'est évidemment d'être attentif à ce que nous ne voyons plus, c'est-à-dire aux sociétés, aux jeunes, aux femmes, aux syndicats, aux mouvements écologiques, aux artistes alternatifs. Ils sont, je peux vous garantir, très très dynamiques dans toute la région, malgré la répression, malgré l'occultation. Et je crois qu'en écoutant ces mouvements, en écoutant le message qu'ils nous envoient, en leur permettant d'avoir des espaces de liberté, de création, d'expression,
eh bien, nous ferions le meilleur des paris sur l'avenir, qui est le pari sur les peuples arabes plutôt que sur les généraux, les gangsters et les djihadistes. Merci Jean-Pierre Filioul pour ces Merci précisions et ces éléments d'information qui sont très importants pour nous. Merci. Au revoir.